Aujourd'hui, nous recevons Thomas Rebaud, fondateur de Miro, la licorne française qui a levé 205 millions d'euros en 2019, un chiffre record. Découvrez son parcours aux multiples facettes qui ont permis à Thomas de construire un empire tel que le sien. Bonjour Thomas. Bonjour Kathleen. À l'époque, tu étais président d'une association de la branche junior. Est-ce que tu peux nous expliquer cette expérience, ce que c'était, et est-ce que cette expérience justement t'a donné cette envie d'être entrepreneur? C'est il y a très longtemps, hein. Pour le coup, je pensais pas que tu avais. Je savais même pas que ces informations étaient encore en ligne, pour être franc. Ça s'appelait le JOF, le Junior World Entrepreneurship Forum. J'avais 22 ou 23 ans, donc du coup ça fait longtemps maintenant. Ça m'a pas donné l'envie de faire entrepreneuriat, c'est plutôt parce que j'avais envie. Enfin d'ailleurs, quand tu as 22 ans, tu sais pas très bien ce que c'est, pour être franc. Mais j'avais l'impression d'en avoir envie, en tout cas, d'un truc qui devait ressembler à ça. On commençait à avoir une petite hype sur la partie tech entrepreneur, les 2-3 films qui sortaient, etc. Et donc il y avait un truc en moi je rêvais un peu, je commençais à rêver de faire ça. Et du coup, il y a cette association qui était déjà assez grosse, qui cherchait un président ou un directeur, ça s'appelle président, mais j'ai postulé, j'ai été pris. Et c'est une association en lien avec l'école dans laquelle tu étais, l'UML Lyon? C'était piloté par l'UM Lyon, mais après c'était, en gros, il y avait de mémoire 18 pays. T'es implanté dans 15 pays? Ouais, 15 pays, très bien, c'était les chiffres du coup. Sûrement plus maintenant, je sais pas. Et en fait, donc tu avais deux niveaux, senior et junior. Junior, c'était piloté par des étudiants, donc on était 10-12 000 dans l'association, donc c'était commençait à être assez gros. Et on devait interroger, faire des études sociologiques et légales, etc., pour les populations dans lesquelles on était, donc la France pour moi, etc. Et sortir un livre blanc qu'on devait remettre à des gouvernements, quelque chose comme 105 gouvernements, c'était vraiment beaucoup, lors d'un discours, donc cette année-là à Singapour, qu'on faisait devant un parterre de ministres et de présidents de la République. C'était vraiment très très stylé, hein. Et du coup, on avait un an pour sortir ce bouquin blanc, ce livre blanc, et le thème c'était comment améliorer l'entrepreneuriat dans le monde. Ah, génial! Voilà, donc c'était passionnant. Du coup, moi j'ai appris énormément de problèmes légaux, comment libérer l'entrepreneur, etc. C'était vraiment ça le sujet, hein. Mais j'avais l'Argentine, autant que la France, autant que l'Inde, autant que le Japon, enfin des pays qui n'ont rien à voir. Quand tu disais comment libérer l'entrepreneur, c'est-à-dire? Je vais donner un exemple. Un des freins qu'on pouvait avoir, qu'on a toujours d'ailleurs, à l'entrepreneuriat, c'est que quand tu montes une boîte pendant 2 ans, tu te plantes, t'as pas de chômage. Okay. Et donc ça, quand tu es un gouvernement et que tu te dis, non les gars, il faut tu parles à tes ministres et à ton peuple, il faut qu'on pousse l'entrepreneuriat, etc. T'as ce sujet très simple qui est, mais moi je veux bien y aller, pendant 2 ans je me finance, etc. Mais si je me plante, j'ai une femme et 2 enfants, pas 2 femmes et un enfant, j'ai une femme et 2 enfants, si je me plante, je peux pas, du coup je ne peux pas me lancer. Et donc en fait il y a énormément de sujets comme ça, et donc on remettait à chacun des pays des livres blancs par pays et au global sur tout ce qu'il faut libérer comme barrière pour que si les gouvernements souhaitaient réellement lancer l'entrepreneuriat, quoi. Qu'est-ce que tu as appris concrètement à travers cette expérience dans l'entrepreneuriat? Alors, d'abord, tout ce qui est légal, machin, je connaissais vraiment pas ces sujets, donc ça, pour le coup, j'ai des connaissances hard, quoi. Donc j'ai vraiment appris des sujets légaux et pratiques. Après, j'ai développé des soft skills. J'avais 23 ans, c'était vraiment une grosse assoce, quoi. Il fallait gérer d'abord, il y avait un rendu public, bien un discours on stage devant des gens, tu peux pas te planter, quoi. En anglais en plus, donc quand t'as 22-23, tu parles moins bien, etc. Et après, il fallait manager tout ce bazar sur des pays, du coup 15 pays. C'est pas évident, hein, quand tu as 22-23 ans, que tu n'as jamais t'envoyé des mails, c'était pour faire tes cours de finance, quoi, ou d'économie. Donc ça, c'était vraiment chouette. Puis en plus, c'était une expérience à titre personnel qui était assez incroyable, hein. Donc tu pars diplômé, tu empoches ton Master 2 à l'UM Lyon Business School. Et à ce moment-là, tu pars avec beaucoup de bagages et tu décides de créer une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ce départ-là et avec combien de budget tu es parti? Alors, j'avais fait un stage de 6 mois à la Société Générale 1 an avant, parce qu'en école on fait des stages. J'aimais bien le sujet, mais je m'étais vite rendu compte que je ne pouvais pas, c'était un gros défaut, je ne pouvais pas trop travailler avec quelqu'un au-dessus de moi. Je suis souvent pas d'accord, c'était pas trop j'avais un peu de mal. Et du coup, j'avais compris qu'en sortant d'école, il fallait que je fasse mon propre truc. Sauf que du coup, tu sais pas quoi faire. Surtout, t'es vraiment très très nul, hein. Quand tu sors de l'école, tu connais vraiment rien, quoi. Tu t'en rends pas compte d'ailleurs jusqu'au moment où tu mets les mains dedans. C'est-à-dire que tu sais pas c'est quoi un designer, tu sais pas comment marche le web, tu sais pas c'est quoi un comptable, tu connais rien, quoi. Voilà. Et j'avais une idée pour rester dans le domaine de la finance. J'avais l'impression d'avoir trouvé une idée brillante. L'idée n'était pas mauvaise d'ailleurs, je l'ai mal exécutée, mais l'idée était pas mal. C'est de faire du crédit à taux zéro. Je faisais des partenariats avec des magasins, de motos, de voitures, de meubles, ce que tu veux,
Et l'apport d'affaires que je leur faisais de part de clients qui demandaient un crédit remboursait Ok. le crédit, donc ça faisait un crédit à taux zéro. Et pourquoi ça n'a pas décollé? Parce que j'étais pas très bon. Quelles sont les erreurs que tu as faites précisément? Dans ta première expérience, est-ce que tu peux me dire exactement précisément là où tu n'as pas réussi? Ouais, alors le web, c'est une logique à part entière. Et en fait, si tu appliques la même logique que toi et moi on peut avoir en disant tiens, on va monter une boîte de plantes ou de meubles, tu le fous dans le web, c'est souvent faux. Et l'endroit principal où tout le monde se plante, c'est l'acquisition de clients. C'est assez pointu. C'est la croisée de pas mal de sujets différents qu'il faut maîtriser bien, surtout au début où tu dois tout faire tout seul. Et quand t'es pas du web, que tu débarques, tu te dis putain, j'ai foutu 3 pubs dans un métro, ce que j'ai fait, et 3 pubs ci et là dans un magazine, et wow, les gens me. En fait, non. En fait, tu lances ton site internet, puis il n'y a personne dessus, concrètement. Ça, c'était un premier gros sujet. Concrètement, je ne savais pas acquérir, on appelle ça de l'acquisition client, je ne savais pas faire venir du trafic à bon coût. Donc il y avait un problème de marketing, de communication. Ouais. Mais surtout que ça, c'est des gros problèmes quand tu lances ta boîte. Tu lances une boîte de chaussures, tu sais pas comment avoir 1000 personnes qui se connectent à ton site pour chercher une chaussure, tu ne vendras pas de chaussures. Enfin, c'est très simple, quoi. Mais à ce moment-là, tu étais accompagné ou tu étais tout seul dans le projet? Non. J'ai toujours été seul, non, mais Ok. la plupart du temps. Donc peut-être que c'était là la problématique. Ah bah ça c'est certain ça. Ouais. Mais c'est compliqué de trouver quelqu'un quand tu. C'est pas évident. Hein. C'est un des gros sujets quand t'es pas ingénieur. T'as fait la fac de ce que tu veux, la fac d'éco, la fac de droit, la fac de philo, ou une école de commerce, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est pas très pratique ce qu'on apprend, quoi. C'est à peu près pareil. T'as besoin d'avoir des gens qui codent si tu veux faire du web. Voilà, tu connais personne pour coder. T'as pas de barbe, tu parles, t'as l'air d'avoir 18 ans. Enfin, donc faut convaincre des gens que tu connais pas sur des sujets que tu connais pas de faire. Donc c'est pas évident. C'est compliqué. Ouais, soit t'as un très bon pote depuis toujours qui lui après le lycée est parti en ingé ou en école en développeur, en école de développement. Et là il se trouve que bah tu lui parles, tu pitches, c'est chouette. Soit en fait t'as pas vraiment de potes comme ça et puis en fait bah faut trouver des gens. Donc en fait tu les trouves pas, hein, c'est ça qui se passe. En tout cas c'est pas facile. Ou en tout cas je savais pas le faire. Je sais pas, tu prends la réponse que tu veux. Et donc faut trouver ce mec-là. Et après il y a un côté marketing pareil. J'avais pas de potes. T'as 23 ans, t'as pas de connaissances capées. C'est-à-dire qu'en 5 ans d'expérience en market, tu les connais pas, tu n'as pas d'amis qui ont 50 plus, quoi. Donc en fait, tes amis, ils ont ton âge. Ils peuvent être brillants, hein, mais ils sont aussi nuls que toi. Donc si tu devais recommencer le projet là, qu'est-ce que tu ferais? Avec mon cerveau de l'époque, Non, avec le cerveau d'aujourd'hui. ah bah je le ferais tout seul, mais ce serait bien fait. C'est juste que l'exécution serait mieux faite. Parce que du coup, je connais les sujets maintenant. Mais c'est pas pour autant que c'est un frein à l'entrepreneuriat. Hein. Il faut juste partir du principe que quand tu montes une boîte, tu monteras probablement pas une boîte, mais probablement 2 ou 3 avant de fonctionner. Et il faut juste avoir les reins solides psychologiquement. Parce qu'il y a 2-3 types de profils où quand tu te plantes, tu te déprimes. Donc ça, faut pas être comme ça du tout. Et il faut financièrement avoir bien prévu le truc. Parce que la réalité, c'est que la première fois où tu te lances, même si tu te lances avec quelqu'un, parce que tu es plus âgé, donc tu as des connaissances un peu plus capées, etc., et quelqu'un qui supposément connaît le marketing, supposément connaît bien le dev, etc., dans les faits, il y a trop de trucs qui doivent se croiser précisément pour que ça fonctionne. Et donc, tu as beau avoir une idée brillante, ça va pas être exécuté proprement, en tout cas pas au début. Donc il faudra peut-être 2 ans pour cette école, pas parce que le marché n'est pas prêt, parce que tout le monde est débile, c'est juste parce que t'as pas aligné les planètes comme il fallait, et donc ton client, déjà il vient pas, quand il vient, c'est mal présenté, mais moi je fais du web, donc on peut parler d'autres boîtes, mais donc tu vends tes chaussures, d'abord les gens viennent pas, finalement tu arrives à trouver une bonne façon, la bonne pub sur Facebook, Google, etc. T'as les bons mots-clés, ça arrive sur une page, hop, ils arrivent sur ton site internet, bah là faut qu'ils achètent. Donc là, il faut que le truc soit bien fait, en fait. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, mais quand tu les connais pas, etc. Après, il faut gérer le SAV, il faut gérer les retours. Tu as à peu près 10% de retours, assez classiquement, hein, dans des e-commerce. Comment dire ton retour? Au début, c'est mal fait, du coup, les clients sont pas contents. Voilà. Et tout ça, tu le découvres en le faisant. Donc. Forcément, tu découvres sur le terrain. Exactement. Mais donc, t'es nul au début, ce qui est normal. Ça peut être bête, ça veut dire que tu connais pas le métier encore. Non, effectivement, c'est vraiment l'expérience qui va te permettre de te forger. Comment tu as réussi à te stopper? Parce que c'est hyper important en tant qu'entrepreneur de se dire, mon entreprise ne marche pas, je décide d'arrêter de recommencer ou même de créer un autre projet. Oui. C'est-à-dire que tu as investi de l'argent, tu as investi une certaine somme, peut-être que tu as perdu cette somme-là. Quel était le déclic pour t'arrêter? Alors moi j'ai perdu sur ma première, donc j'avais 25 ans quand j'arrête, je crois. Je sais plus, 26 ans, je mélange un peu. On va dire 25, j'avais perdu 40 000 euros, donc je trouve que j'avais, je ne sais pas si détailler pourquoi, mais j'avais une somme énorme de 20 000 euros de côté à 25 ans, bon, ce qui est assez absurde, et j'avais emprunté 20 000, donc j'avais 40 000 balles. Je les ai perdus très rapidement, accessoirement j'ai perdu l'argent d'investisseurs que j'avais convaincu aussi, qui était 200 000 euros. À l'époque, lever 200 000 euros sur un PowerPoint, c'était assez incroyable, donc j'avais bien vendu le truc, j'ai bien vendu parce que j'y croyais vraiment, c'est juste que je l'ai mal exécuté. Et donc je m'étais retrouvé à 0 et 40 000 euros, donc j'ai dû commencer à travailler à côté, hein, avec des petits boulots comme tout le monde, serveur, tout ça, tout en continuant à monter une boîte. Et donc la question de comment je l'ai arrêté,
malgré tout ça, parce que c'est pas marrant. Tu sais pas que tu vas refaire de l'argent. Enfin, à l'instant T, quand tu perds 40 000 euros, tu perds 40 000 euros au point. Tu te dis pas, bon, donc c'est pas très agréable. Et que t'as pas de revenus à côté, donc c'est compliqué. J'ai un truc que je fais bien, je pense, qui a des qualités, enfin, ça c'est ses points forts et ses points faibles. Je mets pas d'émotion dans le business. Je suis quelqu'un d'assez émotif dans la vie privée, tu vois, je suis comme tout le monde, quoi. Dans le business, j'ai toujours vu ça comme un truc très rationnel. Donc, s'il faut arrêter une verticale chez Miro, pareil, hein, j'ai arrêté 50 fois des trucs. Hein. Google, je sais pas combien de dizaines de projets, ils arrêtent par an quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils lancent, ils mettent 100 millions, ils arrêtent. Facebook, c'est pareil. Et en fait, l'arrêter, c'est tout à fait normal d'arrêter, de commencer et d'arrêter. Pour 1 million de raisons. Mal exécuté, le public est pas prêt, le produit, tout le monde s'en fout en fait, ton truc, t'as cru qu'il y avait un truc, il n'y en a pas de ça. C'est très très normal. Tu te souviens des Google Glass là? Ouais. Je sais pas combien d'argent ils ont mis dedans. Voilà, et en fait, ça marche pas, le produit est pas prêt, le public est pas prêt, le produit est pas prêt, il y a plein de raisons. Mais il faut juste être très froid. Et moi, j'étais très froid, depuis que je suis tout petit, je suis froid, dans l'idée, sur le business. Je me suis levé un matin, ça marchait pas, j'ai arrêté. Enfin, mais vraiment, c'est aussi sec que ça. Hein. Tu peux nous expliquer cette transition entre ta première entreprise et Digi? Ouais, alors du coup, je venais de faire 2 ans de web, et en faisant 2 ans de web, je m'étais rendu compte que tout le monde était très nul. De toute façon, de manière générale, les moyennes sont, je dis souvent ça, mais les moyennes sont basses, les moyennes sont moyennes. Donc la moyenne des agences ou la moyenne des gens dans le web, bah, c'est moyen, donc c'est pas très bien, dans l'idée, quoi. Hein. Et du coup, ça faisait 2 ans et quelques presque que j'étais sur cette première boîte. Donc j'avais appelé plein de types de profils différents, marketing, dev, machin, etc. Avec les 200 000 euros que j'avais levés à l'époque. Et j'étais fortement peu satisfait, enfin très insatisfait de ce que je voyais comme résultat. Surtout que je payais pas très bien. Du coup, quand tu payes pas très bien, t'as pas non plus les meilleurs non plus, parce que j'avais pas les moyens de le faire. Du coup, global, je trouvais tout le monde relativement nul. Et moi, j'avais fait une expertise sur le web, c'est-à-dire comment t'attires des clients en ligne, comment tu développes, comment, etc., etc. Et du coup, je me suis dit que vu que j'avais besoin à ce moment-là j'avais plus d'argent, hein, enfin, fallait bien que je paye la soupe à la fin du mois. J'ai fait 2 choses, je suis devenu barman pendant 18 mois, ou à peu près, 15 mois, 18 mois. Et à côté, j'ai pris 2-3 personnes qui s'arrêtaient sur la première boîte. Je leur ai dit, venez avec moi, j'ai une idée. Je pense qu'on peut faire ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi chez nous, qu'on a en vrai très bien fait, hein, c'est juste que ça marche pas pour différentes raisons, mais on peut le faire pour d'autres personnes, quoi, pour des clients. Et donc là, je suis allé sur Facebook, c'est passé comme ça. Je suis allé sur Facebook, sur tous les groupes d'entrepreneuriat du monde, et je postais des trucs en privé à plein de gens, etc. Et puis il y a des gens qui m'ont répondu. À ce moment-là, on est en quelle année? Ça doit être en 2015, je pense. Ça me paraît le bout du monde, mais en fait, c'est assez récent. C'est en 2015, ouais. Donc, il y a 2-3 clients qui me répondent, super, je cherche à faire une application mobile, ou alors j'ai un problème technologique d'acquisition pour créer un truc dans ma boîte, etc., etc. Et je signe vraiment sur Facebook. Hein. Je signe des très beaux clients, quoi. Parce que j'avais du bagou, parce que je le vendais bien, le truc, et qu'en même temps, je l'exécutais bien. Enfin, je devais inspirer confiance, qu'en vrai, on délivrait bien. Et on a commencé comme ça. Et du coup, on a commencé. Et puis, en fait, ça fait rapidement pas mal de... Donc, grâce à Facebook, tu as réussi C'est à vraiment grâce à attirer, Facebook, ouais. à attirer des clients. J'avais fait beaucoup de ce qu'on appelle du cold calling quand j'étais plus jeune sur la première boîte, enfin, 2 ans plus tôt, au fait. Donc, le cold calling, l'appel froid, c'est quand tu prends ton téléphone et que tu appelles les gens. Et j'avais besoin de faire ça. Et c'est très bien, c'est très formateur. Mais tu prends des portes du matin au soir, et c'est assez déprimant quand même. C'est pas un métier que tu fais pendant 4 ans, si tu veux. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, et quand j'ai lancé cette deuxième boîte, j'avais vraiment pas envie d'appeler le standard de Total ou de EDF, dire bonjour. Voilà. Du coup, j'ai dit flemme de faire ça, et j'ai fait autrement. Il y avait Facebook qui commençait à décoller, il y avait plein de groupes Wanted et machin, ce truc-là commençait à exploser. Je me suis dit, je vais aller écrire à ces gens-là. Et en fait, tu fais du volume. Quand tu écris à 1000 personnes, t'en as 3 qui te répondent. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si je devais commencer une agence maintenant, je m'associerais probablement avec une personne, un commercial, qui a fait ça pendant 10 ans. Donc par exemple, c'est une agence qui parle à des, je sais pas moi, tu veux placer des trucs d'influence, tout ça, et j'ai pas de clients, il faut que je trouve des taux, j'avais parlé à L'Oréal, etc., pour leur vendre des influenceurs, j'ai n'importe quoi. Je connais pas d'influenceur, déjà, pas que je peux monétiser, et 2, je connais pas la personne chez L'Oréal à qui parler, etc., c'est l'enfer. Donc là, il va falloir commencer à appeler, ça va être très long. Je vais prendre une personne qui a fait ça en agence pendant 10 ans avec moi, qui était commercial, qui a déjà un gros carnet. Je dis, mec, viens, je te paye le même salaire, ou pas d'ailleurs, que l'agence dans laquelle tu étais, mais tu prends 20% de la boîte, tu travailles pour toi, on travaille à 2, on monte une boîte. Je le ferai comme ça. C'est revenir avec une personne qui a déjà un réseau. Quand tu fais ce B2B, tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est ce que tu as fait avec Miro, parce que tu crées Miro juste après Ouais. Digi, parce que grâce 2016. à Digi, tu découvres le monde de la photographie. Entre autres, ouais. Et tu crées donc Miro, c'est comme ça que tu as donc fonctionné? Pas du tout, parce que j'étais encore un peu jeune, c'est en 2016. Non, mais parce que moi,
Alors, enfin, j'ai trouvé un photographe, si tu veux, d'ailleurs, c'est pas ça, c'est lui qui m'a trouvé. À la base, je me lance dans Miro parce que je rencontre une personne qui est devenue un ami qui s'appelle Guillaume, qui est photographe, qui fait de l'IMO et qui a monté Miro à la base, qui a eu cette idée qui est très early stage, donc très tout début, et qui veut la développer quoi. Et on s'allie comme ça. Et du coup, j'avais une personne du métier, ça c'est sûr. J'avais pu le faire si j'avais pas une personne avec moi au début. La photo, je l'ai apprise dans le temps. À ce moment-là, j'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Donc je me suis associé à une personne qui faisait ça c'est évident. De toute façon, si tu peux commencer une boîte avec 3 cofondateurs, plutôt que seul, tu gagnes beaucoup de temps. Mais surtout, il faut toujours que tu aies une personne du produit. Donc le produit, c'est tu vends ton produit, tu vends des chaussures, tu vends des canapés, tu vends de l'influence, tu vends plein de trucs comme ça. Si tu peux avoir une personne qui vient du secteur, de la chaussure, de l'influence, etc., tu gagnes vraiment énormément de temps. C'est ce qui a fait la différence entre Miro et tes anciennes entreprises. Ouais. Mais tu conseillerais aujourd'hui d'être accompagné. D'avoir un co-founder qui est dans le secteur. Digi, ça marche très bien. Dans les faits, en fait, si tu as un cerveau correctement fait et que tu travailles du matin au soir, tu rattrapes rapidement ce que tu ne connaissais pas. Mais c'est juste que tu perds beaucoup de temps et tu fais plein de bêtises. Tu vas dire, putain, les chaussures, incroyables, je vais prendre du cuir, machin. En fait, c'est pas du cuir, faut prendre, c'est je sais pas quoi. Et la chaussure, tes 3 premières pompes, elles vont être dégueulasses. Donc en fait, si tu es avec une personne qui fait des pompes depuis 10 ans, tu vas éviter de faire 2-3 erreurs un peu bêta. Donc tu gagnes du temps. Et maintenant, si tu n'as pas le loisir de connaître quelqu'un du secteur, il faut quand même y aller. Et tu peux nous expliquer ce que c'est Miro ? Miro, donc on a cofondé ça en 2016, donc ça fait 6 ans maintenant, 6 longues années. L'objectif de la boîte, c'est d'augmenter les taux de conversion des sites e-commerce. Donc en gros, c'est d'augmenter le nombre de ventes, le chiffre d'affaires des sites e-commerce. Il y a plein de boîtes qui sont sur ce créneau-là. T'imagines bien que quand tu arrives à faire ça, ça marche bien. Si tu dis à la Fnac, tu fais, je sais pas combien ils font la Fnac, mais tu fais 500 millions d'euros de revenus, tu peux avec moi passer de 500 à 600, t'imagines bien que tu as des clients, tout le monde est content. Bon. Et donc on a pris un créneau qui n'était pas utilisé, qui était améliorer les ventes, donc le taux de conversion, surtout sur Internet, en passant par la qualité des images. On s'est rendu compte assez vite, enfin le monde entier s'en est rendu compte, que quand tu avais de meilleures photos, tu vendais plus. En gros, tu vas sur Amazon ou sur n'importe quel marketplace que tu veux, paire de chaussures, on va rester sur les paires de chaussures. La paire de chaussures, c'est les photographies dégueulasses, tu vas pas la vendre à 1000 balles. Si tu as une belle. Ça donne moins envie. Ça donne moins envie. La chaussure peut être moins bien, mais elle est mieux photographiée dans un truc et machin, etc. Et tu vas davantage l'acheter. Alors, faut pas faker la photo, donc c'est un entre-deux qui est pas facile, mais donc on est parti là-dessus. Et du coup, ça implique 2 sujets. 1, la photo pro, et 2, la photographie pas pro. Celle qui est prise par toi quand tu veux mettre un truc sur Vinted, si tu veux. On a commencé par la photographie pro. C'est-à-dire qu'on allait voir des marketplaces, Amazon, Airbnb, Booking, ces trucs-là. On leur a dit, les gars, vos photographies sont vraiment dégueulasses. On a scalé, donc on a développé une technologie, une plateforme et des photographes dans 100 pays. Donnez-nous vos listings, un listing c'est une annonce quoi, et on va les photographier une par une partout dans le monde. Au Maroc, en Argentine, au fin fond d'une ville du Pakistan, etc. Ce qu'on fait vraiment. Et du coup, vous allez avoir 5, 10, 15, 20% de vos listings, de vos annonces, qui auront de meilleure qualité et vous allez vendre beaucoup plus d'argent. C'est ce qu'on a fait. Ça a très bien marché et il y a eu le Covid. Bon, ça a un petit peu redistribué un petit peu les cartes parce qu'on n'avait plus le droit de photographier, donc c'était un peu chiant. Et donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point c'était, ok, mais ça c'est cool, mais les photographies pro, bah ça concerne 5% du web, quoi, 3% du web. Et du coup là on a vraiment répondu à un sujet, mais taille de marché elle est capée au nombre de gens qui veulent prendre. Donc là tu as répondu à une autre problématique. La photographie amateur. Tous les marchands sur Amazon, sur Zalando, sur ce que tu veux, toute la seconde main, ce truc-là, qui explose en plus en ce moment, ils prennent des photographies bien dégueulasses, le bon coin. Et comment on fait pour améliorer ça? Et donc là, on est rentré sur un autre play qui était très proche du premier en technologie, parce qu'on a utilisé la technologie du premier sujet sur le deuxième, qui était comment tu améliores la prise de vue via le téléphone, donc comment sur des applications qui améliorent la prise de vue, vraiment. Et 2, comment avec de l'IA, l'intelligence artificielle, comment on améliore sensiblement la qualité du rendu. Donc là, tu as utilisé l'intelligence artificielle. Exactement. Ouais, enfin on utilise parce que c'est un truc qui finit jamais, tu peux développer pendant 50 ans un truc. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois sur Instagram et tout. C'est pas du tout des filtres et des machins, etc. Le filtre, ça input, ça va prendre 10 variables sur une photo, et ça va l'appliquer tout le temps, et du coup, tu as tout le temps le même filtre. Moi, j'ai besoin de prendre une photo qui est prise dans des conditions de lumière très différentes, comme ça, et la rendre jolie. Et du coup, en fait, chaque photo est différente, et donc, en fait, tu as des algorithmes qui comprennent, je résume très mochement, mais des algorithmes qui vont comprendre l'input, la photographie prise, et qui vont adapter la retouche à la photographie prise. Et donc c'est très technique et c'est infini comme sujet, on est encore en train de développer des trucs dans 50 ans. Miro aujourd'hui connaît un succès fulgurant. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre
dernières expériences et celle-ci. Tu as le produit, tu as ce que tu veux vendre. Le produit dans la tech, ça veut dire tout n'importe quoi, donc je vais employer ce mot à chaque fois pour un sujet qui est différent. C'est le produit que tu vends, du coup, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc là, il faut parler à des gens et comprendre si tu n'as pas une mauvaise idée. Le problème quand les gens font ça, c'est qu'ils font les réponses aux questions. Et dis-moi, tu serais pas intéressé par une paire de chaussures à seulement 25 euros? Ah bah si, carrément. Et donc les gens font des sondages qui sont truqués tout le temps sans s'en rendre compte, parce qu'ils ont une idée brillante avec un pote ou une copine, et et en fait, t'as pas donc il faut réussir à faire un vrai sondage, et sans influencer la réponse. Ça, c'est dur, ça. Il faut se forcer, et parfois avoir un nom et se rendre compte de travailler pendant 3 mois pour rien. Et les gens, en général, se mentent à eux-mêmes, et machin. Premier sujet. Deuxième sujet, la taille de marché. Si tu as un marché, si tu prends le vélo en France, si tu as 400 000 vélos qui sont vendus en France, je crois que c'est le chiffre, je suis pas sûr, mais je suis pas sûr. 400 000 vélos qui sont vendus en France, et tu veux vendre 1 million de casques, tu montes une boîte de casques, faut comprendre que c'est pas possible. Tu peux vendre maximum 400 000 casques, et du coup, probablement maximum 40, si tu prends 10% du marché, c'est déjà bien, donc maximum 40 000 casques. Donc tu as ton chiffre d'affaires maximum que tu peux atteindre. Il faut pas t'inventer des histoires. Du coup, il faut regarder la taille de marché, et ensuite, il faut regarder qui on est. Ça, souvent aussi, on se ment beaucoup. On n'est pas tous pareils. Tout le monde n'a pas envie de monter une boîte qui vaut 10 milliards. C'est parce que ça va pas te rendre heureux du tout. Tu vas pas être bon, en fait. La réalité, c'est des entrepreneurs qui sont brillants sur les petites structures qui font 3, 4, 5 millions d'euros de revenus et qui sont très 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 bons. Et puis c'est très très dur à faire en plus d'ailleurs. T'en as qui sont brillants à 30 millions pour différentes raisons ou à 100 millions, mais c'est des trucs en bon plat de famille, c'est des croissances qui au bout d'un moment. Hein, et d'autres, pour différentes raisons, leur mindset, ils veulent manger le monde, quoi. Mais ça fait des profils très différents et il y a trop de gens qui ont un profil à faire des boîtes de 5 millions, ce qui est déjà exceptionnel, hein, mais qui, pour des raisons, parce qu'à la télé, sur Instagram, sur TikTok, on voit des gens qui ont réussi ça, qui s'inventent l'envie de faire des boîtes à 5 milliards. Et ça marche pas, parce que tu vas pas y mettre l'entrain suffisant, etc. Ça va pas marcher. Et du coup, il faut taille de marché, produit, et savoir qui on est. En général, le 2, si tu es honnête, ça se voit assez facilement. Le 1 et le 3, donc le produit que tu dois vendre, la solution à laquelle tu as réfléchi, et qui tu es, en général, les gens se trompent là-dessus. Et comment tu as réussi à attirer plus de 2000 clients en 9 mois? C'est compliqué. Et j'ai fait à ce moment-là, du coup, j'ai fait le bourrin. Hein. J'ai pris mon téléphone. Je suis parti sur une mauvaise idée. Alors pareil, d'ailleurs, 4e point, il faut savoir qu'en général, tu pars sur une idée, ça va pas être la bonne, donc il faut être capable de, sans stresser, sans paniquer, sans machin, etc., 9 mois après, de faire ce qu'on appelle un pivot, mais de faire un truc à 90 degrés. Se remettre en question, du coup. Toujours se remettre en question. De changer, quoi. Non, mais c'est quasiment systématique. Hein. J'investis dans plein de boîtes et machin, etc. Je sais pas combien de boîtes j'ai vu, 1%, qui 3 ans après font le truc qu'ils faisaient au début. Hein. Genre, c'est systématique. Hein. Parce que, vu que t'es pas dans le secteur, bah, y a des trucs que tu vois pas, et une fois que tu les as vus, en fait, ce que tu dis ne marche pas. Et par contre, si tu es une équipe et que tu es souple et que tu as envie de travailler, etc., tu peux toujours trouver une solution qui fait que tu adaptes un peu ton sujet. Et en fait, c'est pas ça que tu fais, c'est ça, c'est pas la même chose. Ça cartonne. Ça, faut être capable de le faire. Tu vois. Donc, faut avoir un peu les reins solides à ce niveau-là. Et donc, j'étais parti sur une idée de photographie immobilière à la base, ce qui n'est pas une excellente idée. Donc, je fais plus ça. Enfin, je le fais aussi, mais c'est une petite partie de mon business. C'était de me dire, les photographes immobiliers, ils prennent 300, 400, 250 euros, etc. Ça passe par des agences. Donc la problématique, c'était une problématique financière? Côté client, c'était cher. Et côté photographe, il n'y avait rien d'optimisé. Donc en fait, la réalité, c'est pas que c'était cher, c'est qu'ils 300 euros, parce qu'ils faisaient plein de trucs, quoi. Il fallait chercher les clients de leur côté. Il fallait faire le shooting, qui n'était pas processé. Chacun fait son shooting à sa façon. Après, il fallait retoucher les images. Après, la retouche, ça prend du temps. Après, il faut faire le SAV, il faut livrer les trucs. En fait, du coup, tu passes du temps, tu passes une journée, quoi, là-dessus. Et du coup, c'est normal, ça coûte le prix que ça coûtait. Même si les clients trouvent ça trop cher, le prix était justifié. Et je me suis dit simplement, la photographie immobilière, c'est un truc qu'on peut vraiment standardiser. Et donc, je vais mettre d'abord les clients, je vais chercher pour eux. Hein. Deuxièmement, le SAV, c'est moi qui le fais. Troisièmement, la retouche, je vais l'automatiser autant que faire se peut avec de l'IA. Et le restant, je vais le faire chez moi. Et en fait, le photographe, il viendra sur place, il pourra faire plein de shootings par jour. Parce qu'il aura un truc très charté, quoi. Et ça, c'était une très bonne idée côté photographe. C'était une moins bonne idée côté marché. Parce que le marché immobilier est un peu compliqué. Comment tu as réussi à les convaincre? Qu'est-ce qui les a convaincus, les clients, au début, quand tu as commencé ta startup? J'ai offert le service. C'est simple. Tu appelles quelqu'un, tu dis c'est gratuit. Ok. Il faut avoir un petit peu de cash en avance. Parce que du coup, je payais évidemment les photographes pour leur travail. Mais les clients ne payaient pas. Donc, j'allais vraiment, c'était au téléphone. Hein. J'ai appelé une agence dans le Vercors. Je disais bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que je pourrais parler au directeur de l'agence? Bon, peut-être tu raccroches, ça fait 5 fois, il y en a un qui décroche, tu tombes sur le directeur. Et donc là, tu lui dis, vous faites des photos? Oui, je fais des photos sur un appartement par mois. Super, je propose, on a un nouveau service qui est avec une plateforme, etc. C'est beaucoup plus simple, tu commandes en un clic, etc. C'est vraiment plus simple côté client. Je vous offre 2 shootings, 3 shootings, un shooting.
N'importe quoi, demain, après-demain, envoyez-moi un truc, je m'en occupe. Ah bah super, c'est gratuit. Ouais, après vous testez, vous allez recevoir les photos sur une plateforme. Du coup, les clients étaient obligés de se loguer, s'enregistrer sur la plateforme pour recevoir les photos. Où ils arrivaient, tiens c'est quoi Miro, tiens, ils se connectaient, ah c'est bien fait. Ah putain c'est bien, ah c'est cool, j'ai reçu mes 15-20 photos directement, téléchargées, ah ça marche. Tu vois, tout ça, putain c'est quand même cool. Donc c'est un investissement sur du long terme. Voilà, du coup en fait le fait d'offrir de la gratuité, ça fonctionne bien. Mais toutes les startups font ça maintenant, hein. Enfin c'est Amazon, je te dis Amazon, tu prends juste Amazon, je crois qu'ils gagnent de l'argent, ils font du profit. D'ailleurs, enfin, ils font du profit depuis quelques années seulement, genre je dirais 4 ans peut-être max. Mais surtout ils font pas du profit sur ce qu'ils font que toi tu connais, ce truc de livraison, etc. Ils font du profit sur le côté serveur AWS, etc. Les mecs ont perdu des milliards d'euros pendant des années et des années. C'est presque du dumping d'ailleurs, hein, c'est un peu particulier quand on y réfléchit. Mais donc en gros, c'est l'idée de se dire, ok, j'offre un service sur lequel je perds de l'argent, mais avec de la technologie, dans 3 ans, j'en gagnerai. Et du coup, en attendant, je fais un service au prix qui correspond bien au client pour en vendre un maximum et prendre un maximum de part de marché. C'est ça que tu fais. Et ça permet d'avoir 2000 clients en 9 mois. Efficace. Bah moi, je voulais aller vite, donc je voulais grossir vite. Ça me correspondait à mon profil. J'avais déjà fait d'abord 2-3 boîtes, notamment Digistara, qui sont des très belles boîtes, hein, avec du chiffre d'affaires un peu moindre. Et là, j'avais envie de faire un gros truc, quoi. Donc ça me correspondait bien. Et du coup, il faut y aller. Et donc, j'allais pas, après 9 mois, avoir 18 clients qui payent 200 euros par mois, si tu veux, c'est pas possible. Donc j'y suis allé, quoi. Et donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Si tu as envie de monter ce qu'on appelle du coup une start-up, donc une boîte à forte croissance dans un domaine technologique, une bonne façon de faire, si tu peux le faire, évidemment, c'est d'avoir un maximum de clients au début, notamment pour faire des retours clients, comprendre comment ton produit est apprécié ou pas, etc. Et donc d'offrir des prix qui sont soit gratuits au début, soit très bas. C'est ultra fréquent. Ou alors tu vas avoir, sur ton téléphone, quand tu prends une application de ce que tu veux, il va y avoir écrit une semaine gratuite. Tu vois, tu payes pas pendant une semaine, tu essaies le truc. C'est très fréquent. C'est plus dur quand tu fais un service, parce que là, quand tu fais une application que tu télécharges, ça coûte 0 pour la boîte qui a l'appli. Quand tu as un service, il faut payer la personne qui vient faire le service. Donc si tu ouvres une boîte de ménage, tu dis putain le ménage est mal fait en entreprise, y a un truc à faire, je connais bien le sujet, etc. Je veux aller voir une entreprise comme ici et puis faire le ménage pour eux. Toi tu en as déjà une, tu as déjà une entreprise de ménage qui vient une fois par jour, une fois tout, j'en sais rien. Et du coup flemme de changer, ça marche très flemme, tu vois. Du coup il va te dire bah attendez, laissez-moi, je vous offre 1 mois de ménage gratuit. Et là, tu te dis, ok, je vais essayer. Et là, après 1 mois, ça se passe trop bien, surtout qu'au début, tu fais très attention à tout. Mais personne ne dit non à la gratuité. De toute et façon. voilà. Et du coup, bah, tu te dis, putain, j'ai vraiment adoré, ok, je change, quoi. Super, voilà. Sauf que lui, du coup, il aura dû payer ce mois, il a quand même des hommes ou des femmes de ménage à payer à ce moment-là. Et donc, il faut avoir les reins solides, il faut le faire bien, etc. Il faut gérer son cash. Mais si tu veux aller vite, c'est évidemment une bonne façon de faire. Et justement, en parlant de cash, on va parler de levée de fonds. Première année, tu lèves 15 millions, la deuxième année 38 millions, et Miro reçoit le lauréat national de la start-up. Tout à fait. Incroyable. Tu peux nous parler de ce moment-là? Alors j'ai levé 12 en equity, donc j'ai levé auprès d'investisseurs 12 millions au premier tour, plus 3 millions de dettes, donc ça faisait 15. En 2000, donc c'était 9 mois après avoir commencé, je pense. Ensuite, je suis allé lever 45 millions, c'est 38 plus le reste en dette. Et ensuite, j'ai levé 200 millions et quelques, 205 millions en 2019, en juillet. Et du coup, entre-temps, j'avais reçu ce... Comment on fait pour lever autant d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant que à ce moment-là, tu étais la 3e société à avoir fait un record à ce moment-là. Ouais, on a ouvert le bal du n'importe quoi, parce que c'est devenu un peu n'importe quoi depuis 2021. Les gens ont un peu craqué quand même au niveau des levées de fonds. Ça a levé 300-400 millions tous les 3 jours. C'était assez incroyable. Il y a eu une petite bulle de valorisation qui s'est cassé la gueule depuis ce qu'on pouvait attendre. Comment faire c'est 2 trucs. Hein. En fait, lever des fonds, c'est pas compliqué. Si tu as des bons chiffres, tu vends tes chaussures, tu as généré en 2e année 40 millions de revenus, c'est exceptionnel. Tu as des fonds qui tapent à la porte, où tu vas taper à leur porte, tu pitches, ils voient la croissance, ils font que c'est incroyable, j'y vais. Il faut savoir présenter les choses, hein, c'est pas aussi facile que ça évidemment, mais dans l'idée, c'est un exercice commercial. Ce qui est plus compliqué, et donc là, c'est pas pareil, mais c'est pas pour tout le monde ça dépend de ton profil d'entrepreneur, c'est d'aller chercher plus que ce que tu devrais avoir. Et je suis toujours allé chercher plus que ce que je devrais avoir. C'est-à-dire quand j'ai levé 15, enfin 12 en equity, on va dire 15 au global, en vrai, je méritais 5. Quand j'ai levé 45, en vrai, je méritais 15. Et quand j'ai levé 205, en vrai, j'aurais dû lever 140 ou 130. Tu vois. Et c'était quoi tes skills? Et donc, on en revient à la vente. Ce qu'il faut, c'est... Mais il faut le penser, parce que si tu le penses pas, ça marche pas. Hein. Il faut... En fait, les fonds vont acheter plus s'ils trouvent un entrepreneur et une boîte qui partagent une vision inspirante. Qui l'incarne surtout. Et qui l'incarne bien. Pourquoi est-ce que WeWork a levé des fortunes? C'est parce que notre ami, il vendait un avenir, un monde futur dans lequel tout le monde serait freelance, etc. Et il fallait bien avoir des gens pour s'asseoir, enfin des endroits pour s'asseoir en tant que freelance partout dans le monde et que ce serait une boîte au milieu. Il a vendu ça et c'était inspirant. Du coup, les fonds, ils ont été prêts. C'est ce mec-là, j'y vais. Mais j'y vais sur des montants débiles. J'investis trop.
Sauf que du coup, en tant qu'entrepreneur, quand tu as plus d'argent que prévu, si tu n'en fais pas n'importe quoi, c'est vraiment très bien, notamment quand tu as le Covid au milieu. Ça peut permettre de prendre un peu son temps. Et donc, c'est très bien, mais on n'a pas tous le même profil. Tu vois, je suis investisseur dans des boîtes où les entrepreneurs, ils sont brillantissimes, mais c'est les ingénieurs. Les mecs qui montent des techs, ils sont un peu geeky. Tu vois, c'est pas du tout eux qui vont aller dans des parterres d'investisseurs vendre des rêves. Tu vois, c'est pas ça. D'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs qui sont pas du tout geeky, par contre, ils ont des rêves, ils y croient et ils savent les pitcher. Voilà. Ces entrepreneurs-là, en général, lèvent plus. C'est de la vente, en fait. Tu as un engouement de la part d'investisseurs. Tu vois un bonhomme de 27 ans que tu n'as jamais vu. Tu sors au bout d'une heure, tu fais « Putain, c'est incroyable ». Tu peux nous raconter ce moment-là où des 205 millions de cette levée de fonds, est-ce que tu peux nous raconter Le closing, Ouais. la signature. Bien sûr. La signature, c'était compliqué. Je crois pas en avoir déjà parlé de ça. Parce qu'en plus, il y a pas mal d'autres gens impliqués, donc tu te marches un peu, tu peux pas trop dire de trucs non plus. Closing, c'était compliqué parce que... alors, on a fait un très 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 beau tour. C'est les plus beaux fonds pas parmi les plus beaux fonds de la planète qui sont rentrés dans la boîte. Parce que t'as levé. Si tu lèves avec les plus beaux fonds de la planète. Et donc ça, c'était chouette, évidemment. Parce que c'est des gens qui arrivent avec un savoir, un cerveau, du capital. Et s'il faut redéployer du capital, ils pourront le faire. C'est des gros fonds, etc. Après, le closing, c'est pas hyper bien placé. Donc, ce qu'on appelle le closing, c'est le moment où tu signes. Les gens s'imaginent souvent ce genre, que ce soit une levée de fonds, la valorisation d'entreprise, etc. Ou après les négociations derrière, comme un truc très carré, tu vois le banquier, que ça valise, un truc qui est... Pas du tout. C'est de la négociation de marchand de tapis. Chacun tire la couette de son côté, et puis c'est celui qui réussira à convaincre l'autre. C'est vraiment comme ça. Hein. Donc il y a des cabinets d'avocats dans tous les sens. D'ailleurs, je pourrais 6 cabinets d'avocats, j'en ai, je sais pas, beaucoup de cabinets d'avocats en même temps. Tout le monde qui charge aussi, donc il faut limiter le temps, ça coûte de l'argent, tout ça pour tout le monde. T'as le pack d'actionnaires qui fait 200 pages et quelques, et t'as tout le monde qui annote sur les 200 pages. Donc le pack d'actionnaires, c'est pour régir ce que t'as le droit de faire, pas le droit de faire. T'as pas le droit d'acheter une voiture avec l'argent de la boîte, par exemple, t'as des trucs que t'as pas le droit de faire, quoi. En tout cas, pas n'importe quelle voiture. Et donc c'est 200 pages, en anglais, juridique. Bon. Et là, tu as tout le monde qui est dessus en même temps, c'est des documents partagés, des documents Word partagés, et qui annotent. Donc tu as ton document Word, sur les côtés, là, tu as des notations, etc. Et là, dans tous les sens, donc c'est infini. Et là, tu as un fond qui dit, par contre, c'est mort, Thomas, ça c'est mort. Ça, je veux pas. Donc je sais pas ce que ça peut être. Je peux rentrer dans les sujets techniques, mais ça va être un peu chiant. Ça, je veux pas. Donc là, je signe pas. Bon. Donc là, merde, c'est quand même important ça, comme sujet. Et donc là, tu dis, bah, moi non plus. Bah désolé, on arrête. Et c'est un peu ça. Si vraiment tu penses que c'est un point bloquant pour toi et que tu ne peux vraiment pas accepter le deal, bah faut pas que tu l'acceptes. Bon, le problème. Tu fais des concessions lors de ce et du coup tu fais des concessions, bah ça j'accepte. C'est vraiment un marchand de tapis hein, le truc. Hein. C'est à celui qui machin, t'as des trucs dont t'as besoin pour ta boîte et pour toi, et tu dis je peux vraiment pas accepter un deal là, dans ces conditions. Lui de son côté, pareil, enfin eux de leur côté ils ont le même truc quoi. Il y a des trucs ils veulent pas l'accepter, c'est trop risqué pour eux, etc. Et du coup ça négocie, etc. Et parfois t'arrives au closing, donc la date de signature t'as fixé, un truc légal, t'as fixé une date de signature. Je sais pas si c'est les détails, mais en gros, c'est un truc très ferme, quoi. Et t'arrives et t'es pas d'accord, quoi. Donc là, on arrive dans la salle, je sais pas combien il y a dans la salle, on doit être, je sais pas, 15, j'en sais rien. Et puis, voilà, quoi. Donc, on n'est pas d'accord. Et c'est compliqué. Et du coup, il y a un moment donné où je sais plus qui se lève, moi je pars de la salle, il y a Alven qui part de la salle aussi. On n'est pas d'accord, on signe pas, en fait, le tour va pas se faire, quoi. Et puis, je sais plus qui rappelle qui. En fait, on revient dans la salle et puis on finit par signer un compromis qui fait qu'on est d'accord. Mais ça a duré 6 heures le closing de mémoire. Ou 5 ou 6 heures. Ouais. C'est énorme. Ah, c'est très très long. Faut rien lâcher. Si, il faut lâcher. Mais il faut pas lâcher les trucs auxquels vraiment tu crois. Voilà. Mais si, il faut lâcher. C'est une négociation. Mais faut s'imaginer que si tu dis non, que ça se fait pas, t'avais 200 millions sur la table et puis tu reviens chaud, t'as zéro, ta banane. Hein. Mais il faut être. De toute façon, si tu veux, les bonnes négociations, au global, dans la vie, hein, avec n'importe qui, que ce soit en privé, en pro, machin, les bonnes négociations, c'est quand tu es prêt à les perdre. Si tu n'es pas prêt à perdre ta négociation, tu ne peux pas faire une bonne négo. Point. Donc tu veux ton truc, il faut savoir que tu peux perdre, c'est fine. Avec un bon client. Donc pour être prêt à tout gagner, il faut être prêt à tout perdre. Exactement. Mais ça, faut pas que ce soit juste une phrase. Moi, quand je gérais des vendeurs, maintenant j'ai des gens en direct en dessous de moi, mais je l'ai beaucoup répété ça. T'as un client, t'as un contrat avec Amazon, 4 millions d'euros. T'as le sales, le vendeur, qui est là, lui il se prend une grosse com là-dessus, et puis pour la boîte c'est bien, et puis c'est Amazon, etc. Il dit, mais Amazon, il refuse de signer un NDA par exemple, ça m'est arrivé ça. Donc c'est un Non-Disclosure Agreement, c'est un accord qui dit que t'as pas le droit de raconter ailleurs ce qui se passe entre nous. C'est très important, notamment quand t'as de la technologie. Terme de confidentialité. Voilà, pardon, c'est ça exactement. Terme de confidentialité, c'est quoi? Pacte de confidentialité, moi je sais plus. Contrat de confidentialité. Donc NDA. Ils veulent pas signer. Et ben je dis, bah on signe pas. Je dis, mais c'est pas possible, on va pas perdre 4 millions d'euros. Bah, mec, tu es prêt à ce que notre technologie aille mettre... C'est mort en fait.
Et gros, ils vont pas, donc toi, tu es prêt à signer comme ça. C'est pour ça que tu vas faire une mauvaise négo. Et ça, je l'ai répété à l'infini. Il faut être capable de perdre, et c'est comme ça. Et tu gagneras le prochain. Et c'est comme ça qu'on convainc les investisseurs. Bah non, parfois tu perds. Ah oui, enfin, parfois tu perds en fait, parce que la personne en face ne veut pas, tout simplement. Donc, faut vraiment si tu veux faire une négociation sans émotion, qui vraiment est pour l'intérêt de la boîte, sur le long terme, pas sur le court terme, pas sur un coup que tu voulais faire, une vente, un machin. Sur le long terme, etc., tu as mis 2-3 valeurs dont tu as besoin pour que la boîte avance, et parfois, tu perds. Et donc, j'aurais pu perdre à ce jour-là, et j'ai pensé que je les avais perdus. Enfin, pour être franc, je ne savais pas si je les faisais. Hein. J'en savais rien. Et les 200 millions. Après, si tu as confiance en toi-même, tu te dis que tu vas aller la chercher ailleurs 3 semaines plus tard. Hein. Tu as fait beaucoup de concessions lors de ce closing? J'ai fait quelques concessions, non, pas beaucoup. Mais eux non plus, en fait. C'est des petits points tout bêtes. Hein. C'est un peu, c'est trop juridique, donc c'est un peu chiant si j'en parle, mais c'est des petits points tout bêtes qui changent quand même beaucoup la vie, tu vois. C'est une garantie de passif. Je donne un exemple. Une garantie de passif, c'est s'il y a un truc qui se passe mal dans la boîte, combien la boîte, et souvent toi en tant que PDG, tu dois rendre au fond. Et là, ils te mettent, eux, garantie de passif, 25 millions. Donc là, tu as un document de 40 pages qui définit c'est quoi le passif. Donc c'est, ok, si quelqu'un vole dans la boîte, bon bah d'accord. Si la boîte brûle, bon bah non, ça rentre pas là-dedans. En revanche, si, je sais pas moi, il y a 10 contrats clients hyper importants qui s'arrêtent du jour au lendemain, ça rentre là-dedans. Toi, tu fais, attendez, moi, je peux pas savoir si Amazon va arrêter demain. Je vais pas te rembourser 10 millions si Amazon arrête, c'est pas possible. Ouais, mais nous, c'est obligé parce qu'on rentre uniquement parce qu'il y a des clients. Donc si les clients arrêtent demain, la boîte, elle vaut plus rien. Donc on veut une garantie de passif là-dessus. Je dis, bah vous êtes sympathique, mais moi je vais pas me revendre 25 millions dans 2 ans parce que c'est mort en fait. Voilà, et donc ça peut durer longtemps ce jeu. Mais c'est pas un gros risque de lever beaucoup trop d'argent? Ah si. Bah, le risque, il y a plusieurs risques. D'abord, plus t'es jeune, plus tu fais des bêtises déjà. Et donc l'argent, il faut savoir le dépenser proprement. Parfois, quand tu as beaucoup d'argent, tu le dépenses pas bien. Alors je trouve qu'on a été, je trouve qu'on a été assez bon là-dessus. On a dépensé beaucoup trop d'argent parfois. Mais on est assez proche de nos sous en réalité, malgré des gros pertes mensuelles. C'est bon, ça s'appelle un cash burn. Malgré beaucoup d'argent dépensé, on le fait relativement bien avec pas mal de sens et tout. Mais c'est assez fréquent que tu lèves 100 millions, 200, 50 millions par là, peu importe. Puis au début, on change de bureau et puis on y va quoi. Et on crame un peu. Donc il faut avoir un peu de maturité et quand tu fais des grosses levées de fonds très jeunes, ça peut être un peu dangereux. Et donc ça, c'est un premier point. C'est le vrai gros point quoi. Après, tu as un deuxième point, mais qui est un tout petit peu technique, c'est que tu es exposé à ce qui s'appelle un down round. Tu vas en avoir beaucoup là sur les 24 prochains mois. Quand tu signes ce fameux contrat, tu fais ton closing, tu as ton contrat d'actionnaire, tu as 10 investisseurs qui sont rentrés, ou 5, hein, tu as toi. Tu as une valorisation. Donc tu dis que ta boîte vaut 1 milliard. Il y a une clause là-dedans, c'est un peu technique, hein, mais ça s'appelle des ratchets, ce genre de choses, qui dit que si dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, tu as besoin de relever des fonds, mais comme la boîte s'est moins bien passée que prévu, tu dois relever des fonds à une valorisation inférieure que le tour d'avant, les fonds ont le droit, concrètement, gratuitement, de reprendre beaucoup plus de parts pour compenser la perte. Ok ? Et donc ça, c'est ultra grave, parce que ce que ça veut dire, mettons que ta boîte valait 1 milliard et que maintenant elle vaut 500 millions. Tu as divisé par 2, tu as perdu 50%. Tu relèves un peu d'argent sur une valeur inférieure, bah les fonds, ils vont faire comme si ils étaient rentrés à l'époque à cette valeur-là. Et donc, ils vont doubler le nombre de parts qu'ils ont. Et donc, ces parts qu'ils prennent en plus, ils les prennent sur toi. Donc, toi, tu avais 30% de la boîte. Tu fais ce tour down round. Tu fais un tour à la baisse. Tu fais ce down round à 500 millions. Tu n'as plus 30%, tu as 15%, moins la dilution du tour, tu finis à 8%. Mais le problème, c'est que ta question, tu m'as dit pourquoi c'est dangereux de faire des gros tours. Ben, quand tu fais un gros tour, tu te chauffes. Tu te dis, putain, il y a une hype sur la tech en France en ce moment. Tout le monde veut rentrer, il y a des valos, les valorisations c'est incroyable, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, et on y va, tac. Et tu lèves sur une valo de port. Le problème, c'est que quand les valorisations redeviennent normales, les gens arrêtent, c'est une bulle. Les gens arrêtent de s'exciter. Ta boîte, elle vaut pas 2 milliards, elle vaut 200 millions. 300 millions, elle vaut pas 2 milliards en fait. C'est juste que les gens étaient prêts à mettre là-dessus parce qu'il y avait le FOMO, hein, Fear of Missing Out. Il y avait cette peur de rater le bon deal, et du coup, je rentre. Bon, ça redescend. Là, tu es quasiment obligé de faire un down round dans 2 ans. Parce que tu ne vas jamais rattraper la valo sur laquelle tu es rentré. Et donc, c'est un risque énorme, et tu vas en voir beaucoup en France. Hein. Parce que comme il y a eu des très gros tours, là, avec des valorisations injustifiées, c'est sûr, tu vas avoir des boîtes qui vont relever dans 1 an, à des tours plus bas, et ça va être un drame pour les entrepreneurs. Parce qu'ils vont perdre une grosse partie de leur capital. Donc, faire des gros tours, faut savoir le dépenser,
Ça fait beaucoup d'argent, hein. 100, 200 millions, tu en as un matin, tu as plein de zéros sur un compte. Donc, hein, il faut savoir les dépenser correctement. Et deux, il faut faire attention à la valo, parce que quand tu montes trop haut, tu vas te brûler les ailes et tu finis, tu n'as plus de boîte. Enfin, toi, tu n'as plus de part dans la boîte, quoi. Mais prendre des risques fait partie des clés du succès. Tout à fait, il faut prendre les bons risques. Quelles sont pour toi les clés à avoir, les plus importantes? Je généralise pas, je prends mon cas à moi. Premier truc, il y a différentes qualités qu'il faut avoir si tu veux monter ce type de boîte. Il y en a une qui est vraiment très très grosse, c'est la résilience. Mais là, encore une fois, il ne faut pas s'inventer des profils. Il faut que chacun rentre dans la case qui lui correspond, hein. La résilience, parce que tu passes forcément par des hauts et des bas. Et c'est toujours très simple d'être stylé et de kiffer quand tout va bien, quoi. Et tu as forcément des coups durs. Et là, donc quand tu as un coup dur, nous on a eu le Covid, c'est pas le Covid, ce sera autre chose. Il y a toujours un truc en fait. Tu fais pas 20 ans de croissance. Bon, ça arrive, mais dans l'ensemble, tu as des coups durs. Tu as ton comité de direction qui s'en va, des gens qui te critiquent, les gens juste en dessous de toi qui partent, etc. Et il faut rester focus et dire bon, bah, il est parti. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, on continue, etc. Et donc, il faut beaucoup de résilience. Et parfois, ça prend 1 an. Tu as des fonds d'investissement qui te tombent dessus, tout le monde tombe dessus en fait, hein. Et donc, il faut être résilient. Il faut comprendre où on va, il faut savoir qu'une personne qui est un peu lointaine, un média ou un employé un peu plus lointain, ne voit pas vraiment, ne comprend pas vraiment où tu vas précisément parce qu'il n'est pas avec toi au quotidien. Un fonds d'investissement, bah, c'est pareil, hein. Ils sont pas avec toi au quotidien. Du coup, toi, tu sais qu'il faut aller là, et t'as tout le monde qui fait t'es sûr que ça fait 3 mois que la croissance elle baisse, machin, etc. Et résilient, ça c'est un premier point qui est majeur parce que ça arrive à un moment donné. Que tu pilotes Airbus, que tu pilotes une startup, on a un, il faut être résilient. Donc ça a été facile pour toi vu que tu n'as pas d'émotion dans le côté professionnel. Tout à fait. Ouais, ça a été facile, c'est toujours plus marrant quand il n'y a pas besoin, mais j'ai plein de défauts, hein, comme tout le monde, non. Mais j'ai d'autres qualités. Effectivement, j'évite vraiment toute émotion dans le business. Je pense que c'est la meilleure façon de se planter. Je sais pas, il faut que tu licencies quelqu'un. Tu vas pas parce que la personne tu la connais depuis 2 ans et qu'elle est cool et que tu joues au foot avec, ne pas licencier parce qu'en fait, s'il fait un mauvais travail, dans 3 mois, c'est 3 personnes que tu licencies. Donc il faut le sortir, point. Et même si c'est ton meilleur ami, il faut le sortir. Il faut sortir gentiment, il faut faire ça proprement, mais si, tu vois, c'est comme ça. Il faut être vraiment très froid sur la partie rationnelle des décisions. Après, tu peux le faire avec humanité, mais la décision doit être froide. Et donc, oui, en termes de persévérance sur les moments durs, quand je vois qu'il y a le Covid et que le monde s'arrête, du coup, bah, ça fait comme ça. Bon, bah, qu'est-ce que je te dise, enfin, tu vois, c'est comme ça, quoi. J'ai pas d'émotion particulière, c'est pas moi qui décide, c'est la France rouvre, surtout que nous on shoot dans 110 pays. Le Covid, on l'a senti pendant très très longtemps. On est très 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 fort en Asie notamment. Surtout que c'est en décalé. J'allais dire ça, c'est piston, c'est on and off. Du coup, tu dis putain, en France, on repart, mais pour moi, c'était pas du tout ça. La Thaïlande fermée, le Japon, c'était l'enfer. Tous les mois, il y a un truc. T'envoies des forecasts, donc des prévisions à tes fonds et à ta boîte d'ailleurs, en disant voilà, le mois prochain, on fait ça. Puis ça marchait jamais. Il y avait toujours un truc qui s'arrêtait en plein milieu, on perdait 10% du chiffre d'affaires, etc. Donc ça fait des mois que t'envoies des chiffres qui sont faux à tes fonds, pas qui sont faux, mais qui sont pas. Parce que t'as l'Amérique latine qui confine, tu vois. Donc c'était un peu embêtant. Mais c'est pas ma faute, moi si la Thaïlande confine. Donc bon bah ça confine quoi. Voilà. Donc j'étais assez froid. J'avais autour de moi des gens plus émotifs. Beaucoup. Et ce qui rend la période compliquée d'ailleurs, parce qu'il faut gérer l'émotion des gens. Ça, c'est un truc auquel je suis pas forcément très bon d'ailleurs. Il faut gérer l'émotion des gens, le stress des gens. Il y en a qui pleurent, il y en a qui stressent, il y en a qui font. Donc ça c'est un peu de taf. Mais Miro aujourd'hui se porte bien. Ça s'est jamais aussi bien porté Miro. Ouais. Est-ce que Miro a un futur? Ah bah on l'espère, oui. Est-ce que tu souhaites avoir d'autres projets? Ouais, bien sûr. Je ferai jamais une boîte dans ma vie, je pense. Enfin, j'en sais rien en tout cas, mais non, je suis très entrepreneur moi, donc j'aime bien entreprendre. C'est une passion. Il faut comprendre que c'est pas de l'effort. Tu me demandais off caméra, tu me demandais, tu me disais je travaille beaucoup, etc. Tu me disais c'est ta vie, donc pour toi c'est pas du travail. La réalité c'est que t'es bon quand c'est même pas de la résilience ou de l'effort, c'est que c'est une obsession pour moi. Tu vois, c'est pas de la passion, c'est pas de la résilience, c'est pas de l'effort, c'est pas du travail. C'est une obsession. C'est-à-dire que je suis obsédé par l'innovation. Je vais dans un restaurant, je vois des trucs mal placés, je suis en train de me dire pourquoi. Ça tout le temps en fait, ça s'arrête jamais. C'est vraiment une obsession. Hein. Et je pense que c'est là où t'es bon. La question c'est qu'il faut trouver qu'est-ce qui t'obsède. Il faut en faire ta vie. Ça peut être du maquillage, ça peut être des chaussures, ça peut être des trucs complètement débiles en fait, les plantes, j'en sais rien. Si t'arrives à trouver ce qui t'obsède, en espérant qu'il y a un truc qui t'obsède, toujours un truc, il faut juste le trouver, et que t'en fais ta vie, là, tu peux travailler 20 heures par jour, tu finiras par être brillant, ça t'obsède. Tu seras forcément brillant. Merci Thomas. T'en prie. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut et de partager cette vidéo avec un ami entrepreneur. Prochaine interview dans 2 semaines.